Salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi les Skyline R34 sont interdites aux USA. Parce que ouais, autant on les voit dans Fast and Furious, autant techniquement sur le sol américain, il est totalement interdit de rouler dans une R34 GTR. On va également voir comment certains petits malins ont réussi à rendre une toute petite poignée de GTR légale, on parle d'à peine une quinzaine de véhicules, et on va voir aussi ce qu'il arrive à toutes ces voitures qui sont importées illégalement aux États-Unis. Et spoiler alerte, c'est vraiment pas beau à voir. Mais avant tout cela, je voudrais vous parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN. Bon, vous savez ce qu'est un VPN, ça permet de faire croire à certains sites web que vous êtes situé ailleurs. Ça peut être vraiment très utile, notamment quand vous voulez voir des trucs qui sont pas dispo en France. Par exemple, dans mon cas, ça me permet de regarder la F1 sur la RTBF, histoire de me spoiler la prochaine saison de Drive to Survive. Ou ça permet aussi de payer des jeux moins chers en les achetant sur des stores étrangers. Ou tout simplement quand on voyage, ça permet d'accéder aux services qu'on a l'habitude d'avoir en France et qui ne sont parfois pas disponibles lorsque l'on est à l'étranger. Bref, c'est toujours super utile à avoir, surtout que maintenant ils ont un service complètement en français pour répondre à vos questions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc ils vous laisseront jamais dans la sauce. En ce moment, ils font moins 70% de réduction plus un mois gratuit. Et en plus, ils vous permettent d'utiliser jusqu'à 6 appareils différents. Donc utilisez le lien qui est dans la description avec le code Laurent. Et si vraiment il y a un souci et que ça vous plaît pas, sachez que vous avez 30 jours pour vous rétracter. Donc il y a vraiment aucun risque de tenter le coup, voir ce que ça donne. Alors certes, les Nissan Skyline R34 GTR sont actuellement interdites sur le sol américain, mais en réalité comme toutes les voitures de moins de 25 ans qui n'ont pas été produites sur le sol américain. Ce qui rend mon Aventime totalement interdite aux États-Unis, tout du moins jusqu'en 2027, lorsque elle aussi aura 25 ans. Mais comment les États-Unis en sont arrivés à créer cette règle des 25 ans? D'où elle sort? Alors pour bien comprendre cela, il faut retourner dans les années 70, à l'époque de la crise pétrolière. Dans ces années-là, le dollar a vu sa valeur augmenter d'environ 50%, ce qui a rendu l'importation d'automobiles européennes neuves super intéressante. Imaginez-vous, au milieu des années 70, vous avez envie d'une petite berline allemande, vous êtes aux États-Unis, vous allez en concession, vous repérez une voiture qui vous coûterait environ 25 000 $, et puis en vous renseignant un peu, vous vous rendez compte que si vous l'acheter en Allemagne, exactement la même voiture, dans la même configuration, elle pourrait vous revenir à 15 000 $. Honnêtement, ça donne envie de vous débrouiller pour en faire l'importation et la ramener aux États-Unis. Eh bien, vous imaginez bien que c'est ce que énormément de clients ont fait dans ces années-là. Et c'est ce qu'on appelle le marché gris. En gros, c'est pas illégal, mais c'est pas vraiment la méthode conventionnelle. Par conséquent, les concessions de marques européennes aux USA ont commencé à se plaindre en disant qu'ils ne pouvaient plus vendre de voitures et qu'ils n'étaient absolument plus compétitifs. Mercedes s'est rendu compte que ça leur a fait perdre environ 300 millions de dollars en 1973. Les concessions allemandes ont commencé à se plaindre au gouvernement américain en disant qu'il fallait absolument faire bannir cette importation de voitures du marché gris, c'était absolument plus possible. Le gouvernement américain a dit « Ok, mais il va falloir trouver une raison valable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste bannir les voitures, il faut une raison, une explication. » Et l'explication était en réalité toute trouvée, ils ont été racontés au peuple américain que les voitures européennes n'étaient pas suffisamment sécurisées et qu'elles polluaient trop. Alors, dans l'absolu, c'était un peu vrai, les normes étaient plus strictes aux USA, c'était pas violent, avec 2 catalyseurs et un airbag, c'était fini quoi. Le souci principal en créant cette règle, c'était que c'était désormais à l'importateur de prouver que la voiture respectait les règles. Alors autant sur la pollution, ça allait, c'était encore faisable. Autant sur le côté sécuritaire, on demandait pas moins de 4 crash tests différents. Donc en gros, si vous voulez importer une voiture jamais vendue aux États-Unis, il fallait d'abord importer une voiture pour vous, ensuite importer 4 voitures, faire les 4 crash tests avec ces 4 voitures pour pouvoir rouler la première. Donc financièrement, c'était ridicule et ça revenait clairement à interdire les voitures de moins de 25 ans aux États-Unis. Dans notre exemple du jour, les Nissan Skyline GTR n'ont jamais été officiellement importés par Nissan aux États-Unis.
techniquement, elles sont complètement illégales. C'est le cas de beaucoup de voitures, beaucoup de personnes veulent importer ces voitures et il y a différentes techniques pour le faire quand même. Déjà, il y a ce qu'on appelle le Show and Display. C'est une loi qui a été négociée par Bill Gates lui-même lorsqu'il voulait importer une Porsche 959 aux États-Unis. Le but de cette loi, c'est de laisser entrer les véhicules aux États-Unis qui ont une importance historique, une importance technique et qui ont été produites à moins de 500 exemplaires. Et lorsque vous faites importer une voiture via le Show and Display, il faut savoir que vous n'avez pas le droit de faire plus de 2500 miles par an. Donc en gros, vous faites juste vos trajets jusqu'au Cars & Coffee et vous rentrez chez vous. C'est clairement pas une voiture que vous pouvez utiliser tous les jours. Il y a également des techniques beaucoup moins légales, notamment lorsque vous faites importer un Defender ou une Mini par exemple. C'est des voitures qui ont été produites sur des années et des années. Donc vous pouvez par exemple prendre un Defender de 2017 et puis mettre un VIN dessus d'un Defender des années 80. Et du coup, au niveau du VIN, effectivement, votre voiture a plus de 25 ans. Par contre, évidemment, si vous faites griller à la douane, la voiture sera confisquée. Dans le meilleur des cas, la voiture est revendue à l'export. Quoi qu'il arrive, vous touchez zéro. Et dans le pire des cas, pour montrer l'exemple, la voiture est détruite. Vous êtes même invité à venir voir la voiture. Et on vous explique que ce Defender de 2017 est beaucoup trop dangereux et que vous auriez dû importer un Defender des années 80. Ok, j'ai pas compris la logique, mais c'est des Américains, il faut pas chercher. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur le premier Fast and Furious, je vous avais expliqué que la R33 GTR jaune qui apparaît dans le film a été écrasée justement pour montrer l'exemple. Cette voiture qui avait une certaine signification pour le monde du cinéma et puis même pour le monde des JDM en général, a été purement et simplement écrasée et même pas proposée à l'export. C'est vraiment ridicule. D'ailleurs, cette voiture était la propriété de Motorex. Ça me permet de faire une transition toute naturelle vers la deuxième partie de cette vidéo qui est comment une toute petite partie de R34 GTR s'est retrouvée légale aux États-Unis. Motorex, c'est une entreprise qui a été ouverte en 1999 et dont le but était de rendre légale l'importation de Nissan Skyline GTR R33 et plus tard des R34. Imaginez la montagne de fric qu'il y avait à se faire s'ils arrivaient à rendre les Nissan Skyline GTR légales aux États-Unis au début des années 2000. Pour ce faire, ils devaient déjà trouver une solution pour passer les tests anti-pollution. Bon, ça n'a pas été très compliqué. Ils ont dû rajouter 3 catalyseurs sur les R33, faire une petite reprogrammation moteur. Ils n'ont même pas perdu énormément de puissance. Honnêtement, ça, c'était la partie facile du boulot. Ensuite, il fallait passer les fameux crash tests dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, ils ont fait importer simplement quelques R33 GTS. Vous n'allez pas détruire des GTR pour les crash tests. Ils ont quand même pris des GTS. Les crash tests se sont bien passés. L'avant, ça allait. L'arrière, ça allait. Mais le latéral, ça n'allait pas. La voiture n'est pas passée pour le latéral. Bon, Motorex ne s'est pas laissé démonter. Ils ont simplement fait quelques modifications sur la voiture pour qu'elle passe. Et donc, ils en ont recraché une autre. Et enfin, les R33 GTR étaient légales aux États-Unis. Ce genre de test, vous vous en doutez bien, ça a pris des mois, ça a fait beaucoup parler d'eux. Et du coup, énormément de fans d'automobiles aux États-Unis ont entendu parler que bientôt les Skyline GTR allaient être légales dans leur pays. Vous vous rendez compte que dès 99-2000, ils allaient pouvoir rouler la voiture, alors que dans leur esprit, il fallait attendre 2025. Du coup, Motorex s'est retrouvé avec beaucoup de monde devant la porte, beaucoup de monde avec des très gros chèques, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est à ce moment-là que Motorex a commencé à merder vraiment sévère. En gros, ce qu'ils ont essayé de dire au gouvernement, c'est que la R34 était sensiblement identique à la R33 et qu'en gros, c'était peut-être pas la peine de refaire tous les tests. Le souci, c'est que le gouvernement leur a dit non. Ils ont dit non, il faut refaire tous les tests. Et Motorex avait déjà vendu des voitures. Donc ils se sont retrouvés vraiment dans la sauce. Par conséquent, il y a eu énormément de clients mécontents qui attendaient des voitures qui n'arrivaient pas. Ils ont commencé à essayer de se renseigner. Ils se sont rendus compte que certaines voitures étaient simplement perdues dans l'administration américaine. C'est-à-dire qu'ils avaient envoyé la voiture pour des vérifications et que la voiture était introuvable. Et il y a même d'autres clients qui se sont rendus compte que parfois la même voiture avait été vendue à plusieurs clients différents. Donc là, ça commençait vraiment à faire beaucoup. Ils ont prévenu les autorités et Motorex a perdu sa licence d'importation d'automobiles. Donc forcément, la boîte a fait faillite et c'était fini pour Motorex. Mais le problème, c'est qu'il y avait plein de clients qui avaient déjà payé et les voitures restaient déjà sur le sol américain. Donc c'est des clients qui avaient lâché des sommes assez importantes
pour des voitures dont ils étaient propriétaires, mais les voitures étaient complètement inimmatriculables. C'est quand même assez compliqué comme situation. Le gouvernement américain, lors de la faillite de Motorex, s'est rendu compte qu'il y avait environ 17 voitures en cours d'homologation. Sur ces 17 voitures, il y avait 15 R34 GTR, donc des voitures complètement inhomologables aux États-Unis. Et à ce moment-là, le gouvernement américain a fait un truc assez incroyable, c'est-à-dire que ces 15 R34 GTR qui étaient déjà dans le pays et qui théoriquement sont complètement inimmatriculables, le gouvernement américain a fait une exception. Ils ont dit « Ok, ces 15 voitures-là, vous pouvez les immatriculer, vous pouvez rouler avec, c'est comme si elles étaient complètement légales aux États-Unis. Aucune limite de kilométrage, rien à prouver, rien. Ces voitures sont totalement légales. » Vous imaginez qu'actuellement, aux États-Unis, il n'y a que 15, oui je dis bien 15, R34 GTR qui légalement peuvent rouler sans limitation de kilométrage. Bon, vous imaginez bien le prix de ces voitures, c'est vraiment 15 voitures qui dépassent le sommet de l'entendement en termes de tarifs, surtout que dès mai 2023, les premières Skyline GTR R34 à être sorties au Japon pourront être immatriculées légalement aux États-Unis, puisqu'elles auront 25 ans. Donc à ce moment-là, ces voitures, les 15 voitures de Motorex, vont forcément avoir beaucoup moins d'intérêt pour les acheteurs. Je veux dire, à part leur histoire rocambolesque, elles n'ont pas grand-chose pour elles. Et d'ailleurs, reparlons de mai 2023 pour les Skyline GTR, parce qu'en réalité, c'est uniquement à cause de cette loi que les Skyline GTR sont en train d'augmenter énormément en tarifs depuis ces dernières années. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui spéculent énormément sur ces voitures et qui, en gros, espèrent devenir très, très riches vers 2023, 2024, 2025. En gros, c'est des gens qui importent massivement des GTR du Japon, qu'ils les mettent dans des garages en attendant la date fatidique où elles pourront enfin être vendues aux États-Unis. Et si vous voulez mon avis là-dessus, je pense que c'est une énorme bulle spéculative. Il faut bien comprendre que des gens ont importé des centaines et des centaines de Skyline GTR à vendre aux États-Unis et qu'elles vont toutes se retrouver en vente à peu près au même moment, vers fin 2023, début 2024. Ces gens espèrent vendre ces voitures dans les 150 200 000 $. Et des gens qui recherchent des R34 GTR, il y en a beaucoup. Des gens qui sont prêts à mettre 200 000 $ pour ça, il y en a moins. Et à mon avis, une fois que tous ces gens auront acheté leur exemplaire, les prix vont forcément redescendre. Alors, je ne dis pas que ça va chuter et qu'on va se retrouver avec des R34 à 30 000 balles. Honnêtement, je pense que même des modèles kilométrés en état moyen ne redescendront jamais en dessous des 100 000 €. Parce que ça reste des voitures assez exceptionnelles et qu'il n'y en a eu que 12 000, quelque chose comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est que si les R34 GTR redescendent vers 2026-2027, quand le marché sera calmé, ça va faire redescendre également les R32, les R33 et dans une moindre mesure également toutes les JDM. Ça pourrait faire redescendre un petit peu toute cette bulle de voitures japonaises qui devient vraiment ridiculement chère.